Bienvenue, chers fidèles de l'émission majuscule Propos. Toujours et encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé. Mais quelle santé? Nous allons parler de la santé de l'économie mondiale. Nous allons parler de la santé de l'économie en Afrique et surtout, nous allons parler de la santé de l'économie au niveau national. Ça va faire plusieurs semaines maintenant que, après la chanson de la pandémie de Covid-19 et toutes les conséquences que le monde a subies, l'Afrique, le Rwanda, y compris a subi. Aujourd'hui, nous faisons face à l'inflation qui, sur tous les toits, dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on parle d'inflation. On va voir comment est-ce que les pays, les différents pays, essayent d'exister, et surtout les mesures draconiennes prises pour faire face à cette inflation et surtout le coût que porte cette inflation sur les économies des pays africains et surtout de l'économie mondiale en ce moment. Pour parler de tous ces aspects, permettez-moi déjà de vous introduire, de vous présenter à mes invités de la soirée. Nous sommes avec le docteur Thierry Karissa. Il est en charge de la politique monétaire au niveau de la Banque nationale du Rwanda. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Voilà. Avec nous également, c'est un visage qui vous est familier. C'est un des économistes rwandais, africains et surtout qui comprend les rouages de l'économie africaine et aussi l'économie mondiale. Il s'agit bien de Teddy Kaberuka. Il est économiste rwandais, mais surtout avec une vue évasée sur le continent et le monde. Bienvenue, Teddy. Merci pour l'invitation. Également, depuis Yaoundé au Cameroun, nous sommes en Afrique centrale, nous sommes rejoints par Zachary Roger Mbarga. Il est économiste et surtout spécialiste de l'intégration régionale. Bonsoir Zachary. Bonsoir Eddy et bonsoir à vos invités sur le plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, je rappelle que vous arrivez à peine d'Addis Abeba, c'est ça? Oui, tout à fait, Eddy. J'ai pris part à beaucoup de réunions de l'Union africaine. Voilà, on va y revenir. Quand on dit Addis, en tant qu'Africain, on sait déjà, on fait allusion au siège de l'Union africaine, ou surtout c'est là que se décident plusieurs décisions, excusez-moi, de cette tautologie pour ce qui est de la politique et surtout de la vision de l'Union africaine. Mais pour revenir ou commencer tout d'abord et lancer les débats, Dr Thierry Karissa, très récemment, vous avez publié les résultats du premier trimestre, c'est ça, pour ce qui est de la politique monétaire et de ce qui en est aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui suit les détails, mais de manière succincte, à quoi ressemble, c'est quoi l'autopsie et c'est quoi déjà la petite présentation de ce rapport trimestriel. Avons-nous des raisons d'être optimistes déjà dans un monde qui ne l'est pas forcément aujourd'hui à cause des péripéties économiques que le Rwanda traverse, que l'Afrique et le monde traversent? Merci beaucoup pour la question. Pour y répondre, il faut expliquer qu'au niveau de la Banque nationale du Rwanda, c'est au BNR, que les gens connaissent sous le nom de BNR, où je travaille, nous avons un comité de politique monétaire. Et ce comité se réunit chaque trimestre pour discuter de l'économie et faire des projections sur ce qui va arriver ou ce qu'on projette qui va arriver et prendre des décisions de politique monétaire. Donc la politique monétaire ici au Rwanda, si on doit simplifier, ça va dans la direction de définir le taux d'intérêt de la Banque centrale, le taux auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales.
Donc, comme vous l'avez dit, il y a quelques jours, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, il y a eu le meeting de la politique monétaire, du comité de politique monétaire. Du comité de politique monétaire. Et il a été décidé de maintenir le taux de la Banque centrale à 7%. À 7%. Et la raison pour laquelle le comité a décidé de maintenir le taux, c'est parce que nous voyons une amélioration, pour répondre à votre question, dans les mois qui viennent. Et nous voyons déjà que l'inflation commence à diminuer un peu. Et nous projetons que cette inflation va continuer à diminuer ici au Rwanda. On pourrait expliquer un peu plus pourquoi. On va dans les détails. C'est la raison principale. Voilà, la raison principale, déjà, c'est parce que les signaux ne sont plus peut-être rouges ou les signaux sont, voilà, ça tourne à l'orange, ça tend vers le, voilà. Disons que les signaux sont à l'orange. Teddy, vous, l'économiste que vous êtes, Thierry, il est en plein dedans, les faiseurs de cette politique, les techniciens. Vous êtes technicien, mais en dehors de la boîte. Déjà, est-ce que vous comprenez que, par exemple, le fait que la Banque nationale ait annoncé de maintenir le taux d'intérêt à 7%, déjà alors que nous sommes en plein l'inflation, vous qui observez de côté, le spécialiste, déjà comment avez-vous perçu ça? Avez-vous des raisons d'être aussi optimiste que la Banque nationale? Bon, il faut dire que la situation actuelle de l'économie, que ce soit du Rwanda ou du monde, toutes les politiques sont déboussolées. Parce que si tu fais un regard depuis... Quand même fort, t'es dit. Déboussolé, c'est... Je vais voilà. Élaborer plus. Donc, depuis 2019, quand on est entré en 2020, avec Covid qui a mis tout par terre, et du coup, une année après, 2 ans après, quand les choses commençaient à se remettre, après une récession de 2020, et puis il y a la guerre d'Ukraine qui Nous sommes replongés dans la même situation, même avant de reprendre la situation avant Covid. Et cette situation de crise qui a entraîné une inflation galopante a fait des dégâts matériels. Ce qui fait que cette situation, c'est bientôt 5 ans qu'on a une situation qui est catastrophique au niveau de la flambée de prix, au niveau de la création de nouveaux emplois. On le sait très bien avec, par exemple, la politique de l'État de la création de l'emploi. 200 000 emplois par an. Est-ce que si tu mets sur la balance, c'est possible avec une situation pareille? Tu vois, ce n'était pas possible. Nous n'y sommes pas, en tout cas. Nous n'y sommes pas à cause de... Déjà, c'est une politique qui date d'avant la pandémie de Covid-19. Voilà. Ça rentre dans le programme du gouvernement de 7 ans, c'est ça? Voilà. Qui devait partir en 2017 à 2024, c'est ça. Tout à fait. Donc, tu comprends que le monde a connu un soubassement qui était imprévisible d'ailleurs, et même l'avenir qui est plus ou moins optimiste, tout peut retomber encore, parce qu'on n'est pas sûr. Voilà, rien n'est moins sûr dans un monde. Les prévisions sont aussi... les prévisions sont imprévisibles aussi. Voilà. Donc, on a une situation... Mais tout de même, c'est vrai, il y a des prévisions, mais qui tiennent à certains points qu'on peut palper du doigt. Nous ne sommes pas dans un jeu de hasard. Scientifiquement, qualitativement, il y a des choses palpables sur lesquelles on se base. Tout à l'heure, on va revenir sur vous, docteur, déjà de dire on maintient le taux à 7%, pourtant l'inflation est là devant nous. Pourquoi avoir pris cette décision? J'aimerais peut-être aussi avoir un autre son de cloche du côté de Zachary. Zachary, vous êtes là? Oui, Eddy. Voilà, Zachary, voilà, on est sorti, tout à l'heure, Teddy l'a rappelé, on est sorti de la période Covid, où on était en train, lorsqu'on pensait sortir de la période Covid et ses conséquences, qu'on essayait un peu de penser les plaies causées par cette pandémie, voilà que la situation en Ukraine, pourtant loin du continent africain, ça nous a appris que finalement,
le monde est un petit village, comme les autres l'ont dit il y a quelques années, et qu'on n'a peut-être pas compris que nous sommes liés les uns les autres. Zacharie, à quoi notre économie en Afrique tient aujourd'hui comme espoir? De dire, écoutez, il y a tout ce qui est en train de se passer dans le monde au niveau mondial, mais nous, du côté africain, vous dites bien que vous venez d'Addis, tout de même, vous avez côtoyé certaines personnes. À quoi peut-on tenir aujourd'hui pour être pas pessimiste, mais plutôt optimiste? On tient à quoi aujourd'hui? Merci Eddy pour la question et après avoir écouté mes collègues panélistes, je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que oui, l'Afrique est dans un monde planétaire et interconnecté, mais l'Afrique souffre précisément de sa dépendance vis-à-vis de ses importations et d'une sécurité alimentaire qui dépend de ses importations, notamment que ce soit alimentaires, pharmaceutiques, etc. Donc, cette indépendance a été exacerbée avec les vulnérabilités qu'on observe sur l'économie internationale que vous avez citée, que ce soit sur le plan des importations alimentaires, que ce soit de l'augmentation même du coût de l'importation avec le fret, et puis de la cessation de l'importation du blé qui a entraîné un surcoût des produits alimentaires, notamment le pain, mais aussi des produits d'énergie tels que les hydrocarbures. Cette vulnérabilité de l'Afrique vis-à-vis des importations pose donc le problème de la capacité de l'Afrique à s'autosuffire en matière de développement ou même en matière d'octroi à ses citoyens d'une vie décente. Lorsque le tableau est ainsi noir, vous me posez le problème ou alors vous me posez la question de l'espoir. La question de l'espoir de l'Afrique aujourd'hui repose sur un projet continental qui est celui de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est le seul levier que dispose l'Afrique aujourd'hui de commercer ensemble sur le continent, d'échanger des produits de première nécessité ou des produits stratégiques tels que les hydrocarbures, le pétrole, le gaz, les carburants. Mais surtout, c'est le levier qu'on peut utiliser pour l'industrialisation du continent africain. Vous dites bien... Zacharie, vous dites, écoutez, les échanges, encourager les échanges. C'est vrai, nous savons très bien déjà la mission, ou en tout cas la raison d'être de cette ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Lorsque vous parlez d'accroître les échanges entre nos États, donc les échanges intra-africains, tout cela passe par la production. Déjà, la production, elle est je m'excuse du terme, mais elle est vraiment presque inexistante. La production, elle est de faible quantité et même de faible qualité. Comment encourager les échanges alors qu'on ne produit pas assez? Même pour nos propres pays, on ne produit pas assez. Comment on va penser maintenant échanger entre nous? C'est la question fondamentale en réalité de la zone de libre-échange continentale. Comment on veut la réussir si justement, comme vous le dites, la masse critique d'Africains consomme essentiellement ce qui vient de l'extérieur? C'est la question fondamentale. Mais il faut des politiques aujourd'hui qui sont centrées sur l'Afrique. J'ai eu l'opportunité lors de la dernière conférence des ministres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, d'échanger avec la ministre rwandaise du Commerce, qui disait que la politique économique du Rwanda aujourd'hui est afro-centrée. C'est-à-dire, le Rwanda aujourd'hui produit spécifiquement pour le marché africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des politiques aujourd'hui ambitieuses qui
qui sont concentrés, qui sont tournés vers l'Afrique, vers fournir l'Afrique en matière de consommation. Je prends un exemple. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui, l'Afrique importe à plusieurs milliards et voire 95% des produits pharmaceutiques les produits pharmaceutiques consommés en Afrique sont importés de l'Occident essentiellement et aussi de l'Asie. Mais on voit très bien qu'il y a des pays tels que le Rwanda qui ont décidé de s'investir dans le domaine pharmaceutique. Il faut investir dans les domaines. Si on quitte le pharmaceutique, on voit l'alimentaire. Il faut investir dans l'alimentaire. Et ça pose dans le problème de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, l'Afrique vend essentiellement les matières premières. Il faut arrêter de vendre les matières premières à l'état brut. Il faut industrialiser les matières premières. Le cacao pour produire le chocolat, il faut le produire en Afrique. Il faut transformer les matières premières en Afrique. Et ça, c'est l'enjeu crucial aujourd'hui. Mais produire les matières premières en Afrique, ça implique des capitaux que nous n'avons pas. Des capitaux qui forcément doivent venir de l'extérieur, Zacharie. Et ces capitaux arrivent avec des conditions. Eddy, il n'y a pas seulement, on ne peut pas uniquement baser l'industrie sur les investissements directs étrangers. Le secteur privé africain fait essentiellement dans l'importation. Comment on peut inciter les opérateurs économiques africains à investir dans l'industrie en Afrique que d'investir dans le commerce international? Voilà une réflexion très importante qu'il faut mener. Parce que si on attend essentiellement les investissements étrangers, c'est vrai, il faut attirer les investissements étrangers, mais comment nous créons les conditions locales pour que le secteur privé africain puisse investir en Afrique? Vous connaissez tellement d'opérateurs économiques. Je ne vais pas citer Dangote, il y en a d'autres qui ont commencé à investir en Afrique, dans le ciment, dans la tomate, etc. Il faut en trouver d'autres. Il y en a en Afrique qui ont des moyens. Et voilà l'enjeu aujourd'hui de l'investissement. Voilà, on va revenir à vous tout à l'heure. Docteur, on va revenir déjà aux chiffres que vous avez à publier. On parle par exemple pour ce qui est de manière globale, les pays subsahariens ou avec déjà pour ce qui est de la croissance économique qui était de 3,9%, pour ce qui est donc de 2022, on projette voilà, une croissance de 4,2% d'ici 2024. Il ne nous reste que quelques mois. Ça va tellement vite. Est-ce que, d'après les explications de Zacharie, de manière globale, avons-nous des raisons de croire à une certaine politique commune africaine à pouvoir relever nos économies, relever nos pays déjà du craquant d'investissement et des capitaux étrangers? Merci. C'est intéressant, j'étais en train de suivre la discussion. Et je pense que, oui, les chiffres, vous l'avez dit, ça c'est la croissance africaine. La croissance africaine a un peu baissé et est projetée à 3,6 cette année. L'année prochaine, ça s'annonce mieux, 4,2. Oui, voilà. Donc, du coup, ce qu'on voit ici, et pour aussi lire ce que j'ai entendu avant, la situation, il y a des chocs. Il y a des chocs externes. La guerre en Ukraine, c'est externe à l'Afrique, mais ça affecte l'Afrique. Il y a la crise de Covid, ça a commencé en dehors d'Afrique, mais ça affecte l'Afrique. Et des crises, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Chauffement climatique, par exemple, dont nous ne sommes pas forcément les responsables, mais nous en payons. Exactement. Le prix et les récentes inondations en sont la preuve. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui a... Peut-être c'est aussi en fonction de la préparation ou la réponse à ces chocs. Disons que ce soit en Afrique ou ailleurs... La préparation du côté africain? C'est mieux.
Se préparer au choc? Oui, parce qu'avec Covid, où on n'était pas prêt, maintenant on a eu l'expérience de Covid, il y a une autre crise qui est venue, on est plus prêt. C'est-à-dire on est plus prêt à affronter des crises externes, et y compris en collaborant entre nous, pays africains. Donc ce que je veux dire ici, c'est que oui, il y a des chocs, mais avec ces chocs, la préparation aux futurs chocs s'améliore, et aussi la réponse s'améliore. On voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Covid, avec Covid, on a compris qu'il fallait investir dans le pharmaceutique, comme Zachary l'a dit. Maintenant, on aura bientôt des vaccins made in Rwanda. Ça, c'est la leçon de Covid. La prochaine fois qu'il y a une pandémie ou la prochaine fois qu'il y a une crise sanitaire, au moins on aura des vaccins qui seront produits ici. Il n'y a personne qui pourra dire attendez, je vais vous donner ça plus tard. Parce que c'est ça qui s'est passé avec Covid. Quand on aura fini de vacciner notre population, en Afrique, vous recevrez le vaccin. Non. Maintenant, si on arrive à produire les vaccins en Afrique, personne ne pourra dire ça. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple pour dire qu'on est plus prêt. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Et la zone de libre-échange, c'est une chose. Il faut qu'on échange entre nous. Aujourd'hui, il coûte moins cher d'importer de Chine que d'importer en Afrique. Il y a des problèmes logistiques, c'est vrai. Mais si on arrive à enlever toutes ces barrières... Logistique, déjà, les infrastructures qui posent problème. Déjà, je vous donne un exemple. Il suffit juste de faciliter l'accès aux compagnies aériennes africaines. Pourquoi c'est aussi compliqué souvent d'avoir un accord pour faire atterrir les avions de Rwanda? Parce que ça faciliterait les choses. Si Rwanda, Ethiopian Airlines et Kenya Airways arrivent facilement à plusieurs destinations en Afrique, et si le cargo est développé, on n'a pas besoin de passer par les routes. Les biens peuvent bouger avec la voie aérienne. Right? Donc, ce que je dis ici, c'est qu'il faut travailler, il faut que les pays africains travaillent ensemble. Enlever les visas. Pourquoi aujourd'hui c'est si compliqué d'aller dans certains pays en Afrique? Ça, c'est une chose que le Rwanda a compris. Le Rwanda a compris. Il n'y a pas besoin de... Ça fait partie des réponses qui permettent au Rwanda, par exemple, de répondre à toutes ces péripéties que nous avons citées tout à l'heure. C'est-à-dire, en faisant ça, le Rwanda le fait pour dire, vous voyez, c'est possible. Vous aussi, faites-le, et puis on va pouvoir échanger avec des coûts plus faibles. C'est ça la base, en fait. Il faut que les pays africains y arrivent. Et ils commencent à y arriver. La signature de la ZLECAf est une bonne chose, mais maintenant, l'implémentation va prendre un peu de temps. Mais j'espère que les pays africains ont compris que c'est la voie. Il faut échanger. Teddy, je vous ai vu un peu cogiter un tout petit peu là-dessus. Vous êtes aussi un des grands défenseurs de la ZLECAf. Mais tout de même, vous avez toujours émis certains doutes par rapport à la mise en application de cette ZLECAf. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, le docteur Thierry a cité, par exemple, les chocs que le monde a subis ou des facteurs externes au continent africain, mais qui nous frappent tout de même. Allons-nous cesser de nous afficher en victimes? Écoutez, pandémie venue d'ailleurs, nous on en est victimes. Écoutez, réchauffement climatique, nous on n'est pas responsable, mais tout de même, on est victimes. C'est quoi concrètement la position que nous devons adopter pour y faire face? Comme il a dit, on ne doit pas être surpris éternellement. D'accord. Permettez-moi de faire un recul Pas de souci. Par rapport à la discussion qu'on a un peu élaborée, surtout côté production, parce que quand tu fais une analyse sur les différentes... Tout tourne autour de la production, c'est qu'on est capable d'apporter. On est devant une situation où la cause de l'inflation, c'est plus l'inflation basée sur la demande et l'inflation basée sur l'augmentation du coût de production, qui a fait que, eh bien, comme la source d'approvisionnement était plus ou moins coupée, on n'a pas pu satisfaire nos marchés, ce qui a fait que les prix du marché ont grimpé énormément. C'est pareil avec l'augmentation des coûts des hydrocarbures, de l'énergie, et même les producteurs locaux ont subi ce choc. Alors, je fais juxtaposition de cette idée par rapport à l'augmentation du taux de la Banque centrale. La Banque centrale, en augmentant les taux de crédit, rend difficile l'accès aux capitaux.
Donc, Par les privés? par les opérateurs économiques. Par les opérateurs et les ménages. économiques, voilà. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une décélération au niveau d'investissement, au niveau des entreprises. Il y a moins de création d'emplois, évidemment. Et c'est un autre défi auquel le Rwanda fait face. Donc, on est devant une situation où on doit gérer le court terme et le long terme. Les deux à la fois. Donc, parfois, je comprends leur situation. C'est difficile de résoudre le court terme et le long terme à la fois. Mais néanmoins, il faut toujours penser que même si aujourd'hui on essaye de décélérer le choc de l'inflation, peut-être réduire, au moins revenir dans la marge normale, moins de 10%, mais il ne faut jamais oublier qu'on a besoin d'augmenter notre production. C'est là où notre avenir réside. C'est là où il y aura création d'emplois, c'est là où on va entrer dans le ZELCAF avec des produits à échanger avec les autres, mais aussi il faut qu'il y ait une synergie au niveau d'investissement entre les pays. Je pense qu'il est temps que même les banques centrales discutent, soit de la région, soit au niveau des ZELCAF. Il faut qu'il y ait une synergie au niveau régional ou continental, pourquoi pas, parce qu'on est déjà dans cette vision continentale. Ce n'est pas vraiment intéressant qu'un pays s'assoie isolement pour trouver une solution court terme et long terme, alors que le reste du monde, le reste des pays africains ont leur orientation. Pourtant, les facteurs déjà qui bousculent cette économie sont communs. Voilà. Évidemment, vous voilà. avez les mêmes ennemis, mais Plus vous ne ou voulez moins, pas plus apporter les mêmes. Docteur Kalissa, il y a l'inflation au niveau mondial qui vous projetez déjà une inflation qui déjà devrait tomber à 7% en 2023, partant de 8,7%. C'est quand même énorme. Déjà aujourd'hui, de manière palpable et exacte, c'est quoi si je peux appeler ça une plaie ou le choc, comment peut-on mesurer le choc de l'inflation sur la santé économique du Rwanda? OK. Non, et pour répondre à cette question, il faut comprendre que l'inflation, pourquoi l'inflation est mauvaise. Okay. L'inflation est un signe. Quand vous parlez de la santé, c'est comme si vous allez voir le docteur et on vous dit la tension a monté. Okay. C'est la même chose, où la tension est trop basse. L'inflation, quand elle est trop basse ou alors elle est trop haute, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas en bonne santé. Et plus ça dure, plus vous pouvez avoir une crise AVC, etc. N'est-ce pas? Mais l'économie, c'est pareil. Ce qui est très important, c'est essayer de maintenir une inflation faible et aussi constante, plus ou moins au même niveau. Ici au Rwanda, c'est ce niveau d'inflation entre 2 et 8%. L'idéal serait aux alentours de 5%. Nous avons une inflation qui est montée très, très vite l'année passée et qui était au-delà de 8%. C'est un peu comme partout, parce que l'inflation a été exponentielle par rapport à tous les autres pays. Ce n'est pas une situation singulière au Rwanda. Et c'est pour ça que toutes les banques centrales, presque toutes les banques centrales, ont décidé d'augmenter leurs taux. Parce que le mandat de la Banque centrale, c'est de s'assurer que l'inflation reste faible au niveau de la cible. Donc aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit au Royaume-Uni, en Afrique et ici dans la région. D'ailleurs, nous sommes en contact constant avec la plupart de nos collègues Bank of Uganda et au Kenya, ils ont augmenté les taux. Au niveau du bloc de la communauté est-africaine. Il y a un forum de banque centrale qu'on appelle MAC, Communauté des affaires monétaires, et les gouverneurs des banques centrales se réunissent chaque année. Mais entre-temps, il y a toujours des échanges et il y a toujours des discussions. Des correspondances en permanence. Bien sûr. Donc, l'économie, il faut la comprendre comme un cycle. Je suis d'accord avec Teddy quand il parle de short terme et le court terme et le long terme. On veut une croissance stable, une croissance soutenable.
Okay? On veut avoir une croissance dans la National Strategy for Transformation, le plan de 7 ans du gouvernement. Le taux de croissance cible était aux alentours de 9% par an. Et avant Covid, on y arrivait. En 2018 et en 2019, c'était aux alentours de 9%. Covid est arrivé. Okay. On veut une croissance stable, on veut ces 9% sur le long terme. Et la croissance ne peut pas être stable si l'inflation reste élevée. Okay. Donc du coup, il y a des mesures qu'il faut prendre. Augmenter les taux, ça ne fait pas toujours plaisir. Okay. Il y a des effets négatifs. Comme il dit, accès au crédit, etc. Mais si vous ne prenez pas ces mesures-là et que l'inflation reste très élevée pendant très longtemps, vous n'aurez jamais la croissance que vous voulez sur le long terme. C'est-à-dire, doit-on comprendre qu'il faut faire des sacrifices? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à court terme, il y a des décisions qui doivent être prises pour baisser l'inflation. Et ensuite, quand l'inflation sera baissée et basse, c'est-à-dire faire des sacrifices. Vous pourrez maintenant changer la politique monétaire pour aller dans quelque chose qui a été fait pendant Covid. Je vous donne un exemple. Pendant Covid, on a eu moins 3% de croissance. Et la réponse, bien avant même qu'on ait ça, on voyait ça arriver. Parce qu'on ne produisait rien, on faisait... Merci. La vie s'était arrêtée. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On faisait que consommer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Banque centrale a baissé le taux pour injecter de la liquidité et pour pouvoir relancer l'activité économique. Alors, ce n'est pas seulement les banques centrales, ce n'est pas seulement la politique monétaire qui peut adresser le problème de l'inflation. Il faut une augmentation de la production. Et là, nous sommes tous d'accord. La production doit augmenter. Mais les deux choses doivent se passer en même temps. Okay? Il faut stabiliser la demande, il faut augmenter la production, comme ça les prix sont stables. À long terme, il faut augmenter les capacités de production. Et les capacités de production, ça vient de quoi? Ça vient des facteurs de production. Donc ça vient du capital et ça vient du travail. Il faut augmenter le travail et la qualité du travail, ça c'est l'éducation. Et il faut augmenter le capital par trouver les ressources pour pouvoir investir dans le futur. Donc en gros, pour revenir à ce que vous me demandiez, ce qu'on était en train de discuter ici, là je suis d'accord avec mes collègues ici, c'est que la production n'est pas assez et la production doit continuer à augmenter ici en Afrique. Mais entre-temps, les politiques à court terme d'ajustement macroéconomique doivent continuer, que ce soit fiscal ou que ce soit monétaire. Sur la question des investissements, c'est très important ce que Teddy a dit, la création des emplois, l'investissement. Il y a du court et du long terme. Pour ce qui est du long terme, soyons, admettons qu'aujourd'hui, il y a des efforts de la part des gouvernements de faire mieux les choses, mais je m'en vais poser la question à Zachary. Zachary, vous êtes là, c'est ça? Je vous écoute. Voilà. Pour ce qui est de la résolution de la question épineuse des investissements à long terme qui garantissent même déjà le futur ou le lendemain de nos pays, pour ce qui est de la création des emplois et de la viabilité même de nos économies, Zachary, je pose la question, nous sommes avec quelqu'un de la Banque centrale. Tous ici, souvent, on parle de la Banque centrale, les banques commerciales. On parle moins des banques d'investissement et de leur impact dans nos sociétés. On a l'impression que les banques commerciales viennent toujours en avant. Et on oublie que pour le long terme, on a besoin de ces banques d'investissement. Zachary, c'est quoi la place des banques d'investissement aujourd'hui pour nos pays et pour assurer, garantir le lendemain ou le futur de nos pays, de nos emplois et de nos investissements? Merci Eddy. Je pense que les collègues avaient commencé à dessiner l'équation difficile à résoudre. Je suis d'accord avec vous que ce soit les banques d'investissement ou les banques de développement, il y a une place centrale à accorder à ces institutions, mais également il y a un autre acteur qui doit davantage faire ce travail, ce sont les institutions de garantie, les fonds de garantie qui permettent aux opérateurs économiques d'avoir des garanties pour l'investissement. Pourquoi les banques commerciales? La réalité, c'est que les banques commerciales soutiennent l'activité rentable sur le court terme. Et ça cadre un peu avec l'activité économique qui est davantage mise en avant. Je vous ai par exemple parlé
de ces opérateurs économiques qui font davantage dans l'import-export. Voilà le genre d'activité que les banques commerciales soutiennent parce que la rentabilité est tout de suite apportée. Or, lorsque les États mettent en place des institutions qui permettent de garantir l'accès au crédit par les opérateurs économiques, je crois que les banques d'investissement viennent tout de suite en appui. Donc, c'est l'équation en réalité qu'il faut résoudre. Et on va remonter la réflexion plus haut pour dire comment est-ce qu'on peut garantir l'accès au crédit, la garantie des investissements ou des crédits, mais également l'empreinte des États, parce que le plus grand acteur qui garantit aujourd'hui, c'est l'État. Or, l'État aujourd'hui veut réduire l'endettement, parce que ces chocs exogènes également mettent à mal la capacité d'emprunt des États. Voilà pourquoi c'est une équation qu'il faut réduire. Mais moi, je dis, il y a des banques, telles que la Banque africaine de développement ou les banques de développement régionales ou sous-régionales, qui ont cette capacité à appuyer l'investissement pour diversifier les économies, pour industrialiser. Donc voilà un type d'acteur qu'il faut davantage faire entrer dans le circuit économique avec ces fonds de garantie tels que le FAGAS et autres, permettant donc aux opérateurs économiques d'avoir les leviers et les cours de franc pour justement investir, créer l'activité, créer de la richesse, créer des emplois, ajouter de la valeur à l'économie pour donc avoir cette situation. Voilà, j'aimerais aussi qu'on passe peut-être, vous avez un commentaire à faire là-dessus parce que c'est une question fondamentale, déjà de la viabilité des projets à long terme, des projets qui créent justement des emplois, par exemple, pour sortir et surtout sortir, par exemple, d'une situation comme celle qu'on est en train de traverser. Les gens veulent se sentir en sécurité. Comment vous faites de manière globale? Aujourd'hui, vous parlez au Rwandais, mais vous parlez aussi à l'Afrique et au monde. Comment est-ce que le Rwanda y va pour garantir justement ces investissements dont Teddy faisait allusion? Oui, c'est vrai que le rôle des banques de développement est très important. Au-delà des banques régionales, ici au Rwanda, nous avons la Banque rwandaise de développement, BRD, qui fait beaucoup de choses. Et la différence beaucoup de choses, est-ce qu'elle fait assez? À mon avis, ils font quand même beaucoup de choses. Et ce serait leur donner du crédit que de voir. Par exemple, disons. Oui, à faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'on en fait assez? Ce que je veux dire. Ça aussi. Voilà. Ce que je veux dire, non, je comprends votre question. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif et la vision d'une banque de développement est un peu différent d'une banque commerciale, comme Zachary l'a bien expliqué. Et la banque de développement voit souvent des projets à long terme. Par exemple, là, maintenant, il y a plusieurs choses qui sont mises en place par la BRD sur la résilience, contrer ou, disons, se préparer au changement climatique. Sur les projets qu'on appelle les projets verts, Green Projects, ils sont en train de voir comment attirer le financement privé pour pouvoir financer les projets privés dans le sens où la résilience au changement climatique. Et ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose que peut-être une banque commerciale ne va pas directement toucher. Et c'est des effets à long terme. Okay. Pas directement. En tout cas, ça ne trouve pas preneur dans les banques commerciales, ce genre de projet. Ça ne trouve pas preneur, en tout cas. Mais maintenant, avec si tous les risques qui vont avec. C'est ça. Mais maintenant, si vous allez dans une banque de développement peut faire ça. Ça, c'est un exemple, par exemple, ici au Rwanda. Je suis sûr qu'il y en a d'autres dans d'autres pays. Mais la banque de développement peut voir des choses et financer des projets qu'une banque commerciale peut-être ne pourrait pas faire. Et ça va dans le sens d'accroître la production à long terme. L'objectif de long terme est un objectif qui peut être atteint quand on utilise aussi les banques de développement. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, je pense que même si les structures existantes répondent à un besoin éminent, mais on a encore disons... du travail à faire. Par exemple, si j'en profite pour faire cette plaidoyer, voilà pourquoi vous êtes là, Teddy. Oui, bien sûr. On est là pour parler, pour discuter, pour étaler les choses. Une banque spécialisée qui finance l'agriculture. Par exemple, si on a plus de 70% de nos citoyens qui sont dans l'agriculture, et on connaît
que font les banques commerciales par rapport aux projets agricoles? C'est presque nul. On a besoin de fonds spécialisés pour l'agriculture parce que c'est là où ça va créer de l'emploi, ça produit et aussi ça réduit nos importations. Parce que vous avez vu dernièrement quand l'État a décidé de lever 18% de la TVA sur les produits agricoles, ça veut dire qu'il y a ce besoin éminent de l'autosuffisance alimentaire. Pour accroître la production agricole, il faut aussi investir dans l'agriculture. Vous vous rappelez même dans l'ancienne Mouchikirano où le ministre a dit « donne-moi de l'argent », vous me demandez le résultat. Ça veut dire qu'on a besoin d'investir énormément dans l'agriculture. Et une des voies pour faciliter l'investissement dans l'agriculture, c'est avoir une banque spécialisée dans l'agriculture. Ça peut être une des solutions. Mais c'est très important. L'agriculture, nous savons tous combien c'est important pour le continent africain. Déjà le Rwanda principalement, mais il y a aussi le choix des priorités au niveau des grands chantiers. On te dit. Tu penses que tu peux avoir, tu peux mettre au deuxième plan la nourriture? Non, je ne dis pas qu'on doit mettre au deuxième plan. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, je ne le dis pas que pour le Rwanda, mais pour la majorité des pays en Afrique, nous avons un retard à rattraper, par exemple, pour ce qui est des infrastructures. Nous savons combien c'est important les infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures, voilà, les bâtiments et autres. Nous en avons besoin aussi pour booster, attirer déjà des investissements étrangers. Nous avons besoin des infrastructures. Et on a besoin de nourrir nos populations. Voilà. Et maintenant, comment faire la part des choses? Bon, c'est vrai, avec autant de priorités, il faut un peu l'alignement des priorités et aussi des priorités stratégiques. Par exemple, je l'ai dit pour le citoyen lambda, je l'ai dit comme ça, le citoyen lambda. Comment faire comprendre à un citoyen lambda qu'il faudrait prendre une somme importante pour construire, par exemple, une route qui va d'un tel point à un autre et qu'il faut faire un peu de sacrifice pour tel ou tel autre projet agricole? Vous comprenez un peu? Et qu'il faut peut-être attendre pendant 2 ou 3 ans que cette route-là va apporter mieux que ce que le projet qui est juste devant lui il pouvait espérer apporter. Comment transmettre ce message-là? Et aussi par rapport à toutes ces péripéties au niveau mondial, le citoyen lambda, il n'en connaît presque rien. Non, ce n'est pas qu'il ne connaît pas, parce que c'est son quotidien. S'il a du mal de quitter son lieu de résidence avec sa production, quelque minime soit-elle, mais pour aller accéder au marché, une fois que la route est là, le citoyen comprend que ça va plus vite qu'avant. Donc, ce n'est pas que c'est nouveau pour lui, c'est une expérience de vie. Je pense qu'à un certain moment, il faut voir quelles sont les priorités qui peuvent décaler d'autres priorités. Ça veut dire que quand tu fais un investissement pareil, tu fais ouverture à 10 autres opportunités. Parce que c'est toujours comme ça. Des infrastructures. Il faut une certaine pédagogie, docteur Thierry, au niveau de la population. Est-ce que ça justifie le fait, par exemple, que chaque trimestre, vous vous adressez à la population, vous faites sortir des communiqués? C'est pour que les gens comprennent déjà, que les gens soient avec vous, vous accompagnent dans ce périple-là. Écoutez, il y a ça, il faut comprendre que ça se passe comme ça. Est-ce que vous vous rassurez que l'information passe jusqu'au plus ordinaire des citoyens? Oui, nous pensons que c'est très important de communiquer. Il faut expliquer ce qui se passe, surtout au niveau économique, pourquoi la situation est telle qu'elle est, quelles sont les bonnes nouvelles, quelles sont les mauvaises nouvelles, et s'il y a des mauvaises nouvelles, c'est dû à quoi? Mais ça, c'est très important. Et ça c'est un devoir de transparence et de communication qui est très important. Et maintenant, pour maintenant répondre à votre question, on s'est rendu compte que, oui, je pense que la compréhension n'est pas un problème. Les gens comprennent très bien ce qui se passe. Peut-être ce que vous êtes en train d'expliquer, prioriser entre plusieurs secteurs, plusieurs projets, je ne verrais pas ça normalement comme une compétition pour les fonds.
tout est important, que ce soit l'infrastructure, que ce soit l'agriculture, l'éducation ou la santé. Il faut trouver le meilleur moyen d'attirer le financement pour ces priorités. Il faut trouver le financement additionnel qui va permettre d'accélérer l'implémentation d'un projet, que ce soit en agriculture ou ailleurs. En agriculture, par exemple, ce qui est important, vous avez parlé du financement des banques, il faut un financement privé et un financement autre, okay, de l'agriculture en général. L'agriculture est perçue comme risquée, souvent par manque d'informations et aussi avec les aléas du changement climatique. Mais si on arrive à une situation où les agriculteurs sont assurés, si l'assurance de l'agriculture monte, c'est-à-dire le taux de couverture de l'agriculture en termes d'assurance augmente, ça facilite, parce que si je sais que j'ai une assurance et qui m'assure une certaine production, je peux avoir un prêt plus facilement à la banque, vous voyez. Donc, il y a un déficit en termes d'assurance qui est en train d'être comblé, mais il y a aussi les garanties. On a parlé de garanties. En ce moment, il y a un projet au niveau toujours de la Banque de développement ici, où un financement a été sécurisé par le gouvernement pour financer l'agriculture. Et une partie, si je me rappelle bien, va aussi contribuer à garantir les projets. Et le taux sera beaucoup plus faible que le taux commercial. Ça, c'est un premier pas. Mais c'est un exemple. Il faut en faire plus pour financer l'agriculture. Et ça, je pense qu'ici, au moins au Rwanda, le gouvernement en est très conscient. Donc il faut attirer les financements. C'est pas forcément... Quand je parle d'attirer les financements, c'est pas, vous n'allez pas voir une enveloppe aujourd'hui, disant je vais collecter tant de taxes et je vais donner ça à l'agriculture, ça ne va jamais être suffisant. Comment trouver d'autres sources de financement pour l'agriculture qui n'est pas forcément ce que normalement l'État récolte comme recette? Alors, Zachary, j'aimerais vous poser une question parce que nous avons des solutions que nous proposons. Voilà, comme on dit, les croyants disent, l'homme propose, Dieu dispose. Mais cette fois-ci, l'Afrique propose, malheureusement l'Occident dispose dans certains cas. Aujourd'hui, tous les investissements que nous voulons avoir, nous savons combien le dollar américain est très important. Pour ce qui est des exportations, surtout, et pour importer, nous avons aussi besoin de la devise. On dit devise, mais on parle c'est le dollar américain. C'est vrai qu'il y a l'euro, mais on sait combien c'est important le dollar américain et surtout combien il dicte sa loi par rapport à nos économies. Aujourd'hui, Zachary, dans un monde qui change, où on a plusieurs acteurs maintenant qui arrivent, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie aussi qu'on doit conjuguer avec. Est-ce que, en même temps, on a la réserve fédérale américaine qui aujourd'hui aussi a annoncé des mesures draconiennes par rapport à son dollar. À quel sein allons-nous nous vouer, Zachary? Oui, Eddy, dans un monde globalisé comme celui-ci, l'Afrique ne peut qu'effectivement s'aligner sur les signaux que les grandes banques centrales internationales donnent. Parce que lorsque la Banque fédérale américaine ou la Banque centrale européenne, en fonction de ce qu'elle fixe comme politique monétaire, on doit les banques centrales africaines s'alignent effectivement. Donc, voilà pourquoi je dis, et je disais d'ailleurs, que les chocs africains sont davantage importés au regard du positionnement de l'Afrique par rapport à ses politiques internationales. La meilleure façon d'y répondre, aucun pays africain ne va répondre à cette situation uniquement ou alors seul. Il faudra une solution d'ensemble. Je suis ravi que le docteur qui est à la Banque centrale du Rwanda soit là. Il sait qu'il y a des réflexions qui sont en cours pour que les banques centrales africaines travaillent ensemble. Et je crois que voilà effectivement l'un des enjeux réels de l'Afrique aujourd'hui. Si les pays africains veulent aller seuls, ils ne pourront pas réussir. Il faut aller ensemble.
Pour revenir sur le cas qui était en discussion sur votre plateau, une fois de plus, je pense qu'il faut financer les infrastructures qui vont permettre aux biens d'aller d'un point A à un point B et même augmenter l'intensité des échanges et même la production. Mais également, il faut d'abord agir sur la production pour, n'est-ce pas, asseoir une capacité de résilience par rapport à ces chocs, qu'ils soient venus des banques centrales ou qu'ils soient venus des échanges internationaux. La solution résiderait peut-être dans le fait que l'État ne doit plus porter seul ou financer seul les projets. L'État doit peut-être aujourd'hui se positionner, comme l'exemple qui a été donné, dans la garantie de certains fonds. Pourquoi est-ce que les opérateurs économiques, dans l'approche partenariat public-privé, PPP, ne pourraient pas prendre les infrastructures, construire des infrastructures, les exploiter et puis les retrocéder à l'État après une certaine période d'utilisation. Et puis l'État se concentrerait donc sur ce qui est difficilement, ce sur quoi on peut difficilement investir de manière directe, tel que l'agriculture. Et donc en aménageant le cadre tel que nous avons essayé de le dire, en permettant aux projets d'être bancables, en baissant le taux d'intérêt sur ces projets agricoles et donc en créant justement un couloir de connexion entre ces projets agricoles et les guichets de financement des banques de développement ou des fonds d'investissement. Je le dis pourquoi. En Afrique, l'emploi est davantage dans le secteur agricole. C'est le secteur agricole qui emploie davantage les Africains. Et l'agriculture se trouve, ou alors est davantage pratiquée dans le milieu rural qui a davantage de pauvres en Afrique. Vous voyez donc à quel point, en même temps, ce milieu rural n'a pas les infrastructures, donc il faut construire les infrastructures, mais le milieu rural également, c'est où on fait moins d'affaires et on fait davantage d'agriculture, on va dire d'agriculture de subsistance. Il faut donc trouver une solution telles que les infrastructures, on peut les avoir dans l'option partenariat public-privé, avec des investisseurs privés qui exploitent et qui redonnent à un moment donné. Et l'agriculture, l'État peut garantir parce que les projets ne sont toujours pas bancables. Et donc, accompagner les opérateurs économiques dans le secteur de l'agriculture. Est-ce que là, vous évoquez, Zacharie, vous évoquez la théorie d'une agriculture intelligente, d'une agriculture, par exemple, diversifiée, d'une exploitation intelligente des nos terres. C'est sur ce terrain-là que vous êtes? Il y a également ça, mais il faut davantage professionnaliser l'agriculture. Il faut professionnaliser l'agriculture pour que les opérateurs économiques ou les agriculteurs soient davantage aujourd'hui des professionnels et des opérateurs économiques. Qui maîtrise le calendrier agricole, qui maîtrise le calendrier saisonnier, c'est-à-dire des saisons, bref, qui soit dans une professionnalisation de l'agriculture. Mais qui dit voilà davantage. Et tout ça va ensemble, ce que vous avez essayé de dire. Tout ça va ensemble. Qui dit professionnalisation dit forcément industrialisation et surtout mécanisation de l'agriculture. Et ça nous ramène à l'industrie. Par exemple, Teddy, aujourd'hui, on nous parle de 5% des Américains qui sont dans l'agriculture, dans le secteur agricole. Sur une population de plus de 200 millions, seuls 5% au moins sont dans l'agriculture. Teddy, nous, c'est la pyramide un peu inversée. C'est 80% de nos populations qui sont dans l'agriculture, mais déjà qui ne nous suffit pas. Doit-on dire, écoutez, faisons des sacrifices, misons sur l'agriculture et le reste va suivre? C'est difficile de faire ce choix parce que c'est un choix qui n'a pas un système transitoire. Il faut passer... Soyez un peu plus précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire technique. Que tu ne peux pas changer l'équation de 80, la ratio 80-20%
à 20%, 80%. Ça serait utopique. Une solution réaliste, c'est quoi? C'est avoir un plan transitionnel qui dit, par exemple, 5 premières années, peut-être 10% peut changer de l'agriculture aux activités non agricoles et 10 prochaines années, donc tu réduis l'effectif de la population qui est dans l'agriculture vers d'autres secteurs. C'est ce qui est possible. Et cela coûte quoi? Coûte l'investissement en éducation, parce qu'il y a une masse de la population qui doit virer de l'agriculture vers les secteurs services, industrie ou emploi ou la création de l'emploi individuel. Donc, ce n'est pas en 5 ans ou 10 ans que tu peux réaliser ça. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est doter de l'agriculture assez du capital pour augmenter la production. Parce que si la production est suffisante, d'office, l'industrialisation va suivre. Parce que l'agroalimentaire, c'est un complément à l'agriculture. Voilà, on aura compris vos propos. Docteur Thierry, on en a que pour quelques secondes. Avons-nous des raisons d'être optimistes par rapport à la conjoncture actuelle sur le moyen et le long terme aujourd'hui? On est dans une situation, comme on disait au début de l'émission, qu'il y a beaucoup de choses qui sont incertaines. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. Pas de bâton magique. Voilà. On doit savoir qu'il n'y a pas de bâton magique. Il faut savoir qu'il y a des incertitudes. Mais maintenant, si on met ces incertitudes de côté, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les prix sont en train de baisser internationalement. On sait que les prix du pétrole baissent. On sait que les prix des matières importées baissent. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce qu'on voit? Toutes les grandes institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, disent que ces prix vont continuer de baisser cette année. Donc déjà, ça, c'est un bon signe. Il y a matière d'être optimiste basé sur ça et basé sur le fait que nous voyons aussi ici au Rwanda tous les efforts qui ont été faits par les différentes institutions gouvernementales. Et nous attendons une récolte des prochaines saisons, la production agricole, qui sera mieux que ce qu'on a vu dans le passé. Avec ça, l'inflation est sur la baisse. Voilà, en tout cas, messieurs, merci beaucoup à tous les trois. Zachary, depuis Yaoundé, merci beaucoup pour ta disponibilité et surtout pour ce décryptage. Teddy Kaberuka, économiste rwandais, également Dr Thierry Kalisa, en charge de la politique monétaire à la Banque centrale, Banque nationale du Rwanda. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, Shema Blaise et tout le monde. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.